Olivier Ankemel qui vient donc nous rejoindre chaque mercredi pour vous donner de bons conseils et évidemment éviter les soucis. Aujourd'hui, on va parler de la prostate. Ça, c'est chez les hommes. Mais d'abord, c'est quoi la prostate, Olivier ? C'est un organe qu'on dit sexuel secondaire qui est à l'intérieur du corps, juste en dessous de la vessie, et qui a comme fonction de participer à la fabrication du sperme et de ce qui permet au spermatozoïde de vivre et de se développer. D'accord. Voilà, donc on la voit là en fait. Hein, on la voit, et sur le dessin, ce qu'on voit, c'est juste en dessous, donc au milieu finalement du schéma, cette petite partie un peu grise qui a la forme d'une pomme et qui est traversée par un canal qui est le canal de l'urine. Alors d'ailleurs ce schéma est intéressant parce que véritablement la prostate a la forme d'une pomme, et on comprend bien quand on a une pomme qu'on voit maintenant sur la télé, c'est que si vous enlevez le trognon de la pomme, vous avez un canal qui traverse la pomme. Et vous avez donc cette prostate comme elle est naturellement sous la vessie. Donc ça a des incidences sexuelles mais aussi urinaires. Alors ça a surtout des incidences urinaires, parce que si le canal de l'urine est comprimé par cette prostate qui grossit, le canal de l'urine devient donc moins efficace, et donc les personnes ont des signes cliniques, une gêne pour faire pipi qui est le signe d'appel des problèmes de prostate. Là il faut s'inquiéter quand on a ça. Alors il faut s'inquiéter parce que là c'est une question de confort. Ce sont des personnes qui vont se lever la nuit, qui vont avoir un jet moins fort, qui peuvent avoir une vidange de la vessie incomplète et faire une infection urinaire. Là, on est dans la notion de l'adénome de la prostate. C'est un peu comme le fibrome sur l'utérus chez les dames. C'est pas une notion de cancer, c'est du confort. Si j'ai pas de gêne, a priori, tout va bien, je m'inquiète pas. Alors, a priori, tout va bien par rapport à l'adénome, mais il y a une autre maladie qui, finalement, la principale cause de préoccupation, c'est le cancer de la prostate. Et il y a une phrase assez simple qui est de dire que l'adénome de la prostate, entre guillemets, parle, c'est-à-dire qu'il y a des signes cliniques pour tirer la sonnette d'alarme. Par contre, le cancer de la prostate ne parle pas. En tout cas, pas au début. Il n'y a pas de signes cliniques. Quand il parle, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Et on a un schéma qu'on va voir, je pense, à l'écran, c'est ce schéma-là, qui montre finalement, là on a en bleu foncé sur le bas, en bas à gauche, ce qui représente du cancer qui se développe finalement loin du canal qui est au milieu du schéma. Et on voit bien que le cancer de la prostate a plutôt tendance à se développer dans la périphérie de la prostate. Si on voulait prendre une image... Donc le fait qu'il n'y ait pas de gêne. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gêne, parce que le canal de l'urine est longtemps respecté. Et comme il est longtemps respecté, les gens font un peu la confusion entre l'adénome et le cancer, et ils disent moi je ne suis pas gêné pour faire pipi, donc je n'ai rien. Alors comment on peut savoir s'il y a un souci ? Alors, pour l'adénome de la prostate, c'est les signes cliniques, c'est le fait de se lever la nuit, c'est le jet qui est moins fort, c'est ce type de choses. Pour le cancer, en fait, le cancer, il faut le chercher pour le trouver. Et le chercher, c'est par une prise de sang, un dosage que beaucoup de messieurs et tous les médecins connaissent, c'est le dosage du PSA. Et cette prise de sang permet d'avoir un état des lieux de la situation de cette prostate, comment elle fonctionne. Alors, le PSA n'est pas un marqueur du cancer. C'est pas parce que le PSA est augmenté qu'on a forcément un cancer, mais ça permet d'avoir une idée assez précise quand même de la situation. Bon, alors ça, c'est pas pour les jeunes, a priori. Alors, c'est pas pour les jeunes. Non, À partir de quel âge on commence à se dire, oula ? On peut commencer à faire un contrôle du PSA à partir de 50 ans, une fois par an. Voilà. Et après, on a une espèce de repère, en fait. Et alors, justement, on a un repère et une image que j'aime bien donner aux patients, c'est que le PSA, si vous le faites comme ça une fois par an, ça veut dire que vous avez un regard, une surveillance régulière, un petit peu, et c'est l'image du lait sur le feu. Si vous regardez votre casserole de lait qui est en train de chauffer régulièrement et qu'elle va trop vite, vous allez éviter la casserole qui déborde. Et là, vous êtes pris de court. L'idée de contrôler une fois par an son PSA, c'est qu'on voit venir le problème s'il y a un problème qui va venir. Parce que le cancer de la prostate est une maladie à évolution lente. Ça, c'est très important de le savoir. Vous nous conseillez de ne pas faire l'autruche ? Non. En disant non. Alors, il faut je ne vais pas faire d'analyse parce que comme ça, au moins, tout va bien. Voilà, cette expression, il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un contrôle du PSA tous les 3 mois, il faut le faire une fois par an, faire confiance à son médecin traitant, et la prise en charge de la maladie se fait dans le cadre d'une prise en charge globale. Si quelqu'un est déjà insuffisant cardiaque ou respiratoire ou a d'autres maladies, il n'y a pas de raison d'aller l'embêter avec un problème de prostate si déjà à l'examen clinique, il n'y a rien. Parce que l'examen clinique est aussi très important, ce qu'on appelle le toucher rectal.
il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut quand même aller aussi quand même surveiller tout ça, quoi. C'est un Voilà, peu une fois par an, c'est raisonnable. Bon. Y a-t-il des traitements? Alors oui, alors le traitement, c'est la radiothérapie quand on a un cancer de la prostate, c'est la chirurgie quand on a un cancer. Ça, ce sont les deux grands traitements. Et après, en fonction du type et du stade de la maladie, il y a des différents types de traitements. Mais voilà, je ne pense pas que c'est le sujet principal qui nous concerne là aujourd'hui. On est plutôt dans la démarche de la prévention. Alors justement, pour la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Alors il y a une remarque qui est très intéressante, c'est en 1991, il y a dans un grand service américain, ils ont fait une étude du cancer de la prostate chez les chez les Américains de 60-65 ans, nés aux États-Unis, d'origine américaine, et chez les Américains nés aux États-Unis mais d'origine japonaise. Et ils ont comparé ça avec les Japonais qui étaient au Japon du même âge. Et donc, notamment la population japonaise, donc américaine, entre guillemets, et ceux qui sont restés au Japon, ils ont vu que le taux du cancer de la prostate était 10 fois plus important aux États-Unis chez les Japonais américains. Le cancer du sein, c'était 4 fois plus, et le cancer du côlon, 15 fois plus. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a très probablement un facteur alimentaire, un facteur environnemental dans le développement ou l'apparition du cancer de la prostate. Donc on en revient à ce qu'on se dit très régulièrement tous ici. Les mercredis. Bah oui, c'est ça. Tous les mercredis. Et la grande difficulté qu'on a avec cette approche nutritionnelle de prévention, c'est que les facteurs sont tellement multiples. Nous sommes tous tellement différents les uns des autres. On a ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. On a nos habitudes autres que alimentaires. Ça rend l'épreuve difficile. Mais le bon sens... le bon sens, il est là, si vous voulez. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil sur l'alimentation ? Le poids est un facteur favorisant. Les personnes en surpoids sont plus volontiers avec des cancers plus agressifs. La vitamine D est excellente. À tout point de vue, la vitamine D est bonne pour la santé, donc connaître son statut. Les tomates cuites, mangées avec du gras. On sait que le lycopène des tomates est protecteur du cancer de la prostate. On sait aussi que la grenade est un fruit extrêmement précieux, très riche en antioxydants. Après, les noix du Brésil, riches en sélénium. Après, le fameux verre de vin rouge, pendant le repas, le midi et le soir, avec modération. Et pas en début de repas, pendant, c'est mieux. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas absorbé à la même vitesse et donc il sera absorbé en même temps que le bol alimentaire et l'impact sur le métabolisme n'est pas le même. Donc pendant le repas. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve mercredi prochain évidemment avec d'autres conseils. À bientôt, merci.